une cabane minuscule, noyée dans la forêt, sans eau, sans électricité. C'est là qu'a vécu Theodore John Kaczynski, que le pays appellera plus tard l'Unabomber. Pendant 17 ans, cet ancien professeur de mathématiques a tenu le FBI en échec. Des colis explosifs envoyés au hasard, des victimes, des familles brisées, une nation sur ses gardes. Et pourtant, le cœur du mystère battait dans ce modeste abri. Une machine à écrire, un poêle, un lit, des centaines de livres, des boîtes en bois finement ouvragées, des notes accumulées sur des décennies. C'est dans ce recoin isolé qu'il concevait ses engins et qu'il écrivait ses idées, ses justificatifs, ses aveux. Un colis était même prêt, emballé sous le lit, au moment où les agents frappèrent à la porte. Malgré son intelligence et son perfectionnisme, Kaczynski avait commis des erreurs, des indices subtils mais suffisants pour le trahir. Né en 1942 dans la banlieue ouvrière de Chicago, Ted grandit dans une famille polonaise qui aimait la nature et les livres. Enfant précoce, il saute des classes, excelle à l'école, dévore la musique et la littérature. À 16 ans, il entre à Harvard. Là commence la fracture. Brillant mais trop jeune, issu d'un milieu modeste dans un univers d'élite, il se sent constamment jugé. Les moqueries, l'indifférence, la solitude transforment peu à peu un adolescent prometteur en un jeune homme renfermé, silencieux, agacé par le monde. C'est exactement ce profil que repère Henry M. Murray, une figure éminente de la psychologie. Murray dirige des expériences destinées à mesurer les effets du stress et de l'humiliation sur la personnalité. Le programme, financé dans l'ombre par des intérêts gouvernementaux, pousse des étudiants à parler de leurs convictions les plus intimes, puis les soumet à des confrontations planifiées. Critiques cinglantes, humiliations répétées, vidéos visionnées en boucle. Pour certains participants, ces séances laisseront des traces durables. Pour Ted, elles semblent marquer un tournant. Des spécialistes débattront longtemps. Ces expériences ont-elles éveillé une violence latente? L'ont-elles aggravée ou n'en sont-elles qu'un épisode parmi d'autres? Le débat reste ouvert, mais sur le parcours de Ted, ces mois laissent une cicatrice. Après Harvard, puis un doctorat en mathématiques, il devient très jeune professeur à Berkeley. Sa carrière prometteuse s'arrête pourtant brusquement. En 1969, il renonce à tout. Enseignement, milieu universitaire, vie citadine. Il part pour le Montana, achète un petit terrain près de Lincoln, construit une cabane à la main avec son frère et choisit l'isolement. Là, coupé du monde, il nourrit une haine profonde de la société industrielle. La technologie, selon lui, aliène l'homme, détruit l'environnement et remplace la liberté par la servitude. Il rejette les ingénieurs, les publicitaires, ceux qu'il appelle les techniciens. Ces idées, d'abord écrites comme des théories, vont progressivement se muer en un projet meurtrier. Les premières attaques apparaissent à la fin des années 1970 et se multiplient dans les décennies suivantes. Les colis piégés arrivent par la poste, des boîtes en bois, des mécanismes soignés, aucune revendication. Les cibles semblent aléatoires, professeurs, étudiants, employés de compagnies aériennes, passagers. Mais la signature est constante, un artisanat méticuleux, une volonté de frapper des symboles de la modernité. La police fédérale est désemparée. Sans ADN, peu de témoins, pas d'observation directe, l'affaire devient une énigme nationale. Les médias finissent par lui donner un nom, Unabomber, pour University and Airline Bomber. Les attentats font des blessés graves, parfois des morts. En 1995 survient le premier décès qui attire l'attention nationale. Les enquêteurs multiplient les pistes, corrèlent les mécanismes, reconstituent les boîtes, traquent des indices microscopiques. Et pourtant, l'auteur semble toujours un pas en avant, invisible, méticuleux, capable de disparaître comme un fantôme au cœur de la machine administrative américaine. Un tournant survient en 1987. À Salt Lake City, une vendeuse repère un homme masqué d'une fausse moustache et capuche près d'un commerce. Un portrait robot est diffusé, l'affaire devient visible et étrangement, les attentats cessent pendant 5 ans. Ce silence apparent n'annonce pas la fin, il est le temps de la préparation. Pendant cette pause, l'auteur travaille, affine ses méthodes et surtout écrit un texte beaucoup plus long, un manifeste. Le document n'est pas une revendication violente traditionnelle, il est politique et philosophique. Il expose une critique radicale de la civilisation industrielle
et appelle à la destruction de ses rouages. L'homme derrière les attentats souhaite que ses mots résonnent autant que ses actes. En 1993 puis 1984, les attaques reprennent, devenant plus sophistiquées, plus létales. En 1995, l'auteur franchit un pas stratégique. Il envoie le manuscrit de son manifeste aux grands journaux en exigeant sa publication, promettant d'arrêter les attentats si le texte est rendu public. Le Washington Post et le New York Times se déchirent sur la décision. Pour les autorités, la publication représente un dilemme moral. Aider à l'identification du coupable en attirant parfois la reconnaissance de proches ou céder à un chantage manifeste. Finalement, le texte paraît. Le manifeste, titré « La société industrielle et son avenir », est froid, logique, glaçant. Il décortique la mécanisation de la vie, la domination des systèmes techniques et la perte d'autonomie humaine. Mais au-delà des idées, c'est la langue qui va trahir l'auteur. David Kaczynski, le frère de Ted, parcourt le document et reconnaît des tournures, des images et des raisonnements familiers. La reconnaissance est un déchirement. Comment dénoncer son propre sang? Comment trahir un frère pour mettre fin à un carnage? Après des nuits d'angoisse morale, David choisit d'alerter le FBI. Son geste déclenche une surveillance discrète autour de la cabane de Lincoln. L'enquête devient alors plus intime, presque silencieuse. Les agents observent, photographient, notent des allées et venues, cherchent à rassembler la preuve qui transformera l'hypothèse en certitude. Le 3 avril 1996, la traque prend fin. Un prétexte amène Kaczynski à ouvrir la porte. Les agents entrent et découvrent l'atelier, les livres et surtout des milliers de pages de journaux codés. Ils trouvent la clé du code, des plans détaillés, des schémas, des confessions écrites avec une minutie obsessionnelle. Un engin est retrouvé prêt à partir. Le lien entre les écrits et les attentats devient impossible à contester. L'homme au-dessus de tout soupçon devient un prisonnier. Kaczynski ne nie pas l'authenticité de ses textes. Il refuse qu'on le présente comme un malade incapable de comprendre ses actes. Il veut que ses gestes soient perçus comme des choix politiques et non comme l'émanation d'une folie. Ce désir d'être lu, d'être compris, l'amène à plaider coupable, conviction paradoxale d'un intellectuel qui tient à la rationalité de son geste. Condamné à la prison à vie, il continuera pourtant d'écrire, de correspondre, d'entretenir une présence littéraire et idéologique derrière les barreaux. Il tisse des relations surprenantes, reçoit des lettres d'admirateurs et jusqu'à développer une relation amoureuse épistolaire. Mais ces pages publiques n'effacent pas les pages intimes. Ces journaux personnels révèlent une autre face, une violence personnelle, une jouissance dans la douleur infligée, des fantasmes meurtriers envers des femmes, des voisins, des innocents. Les mots politiques côtoient des confessions de haine pure. La trajectoire de Kaczynski est complexe. Génie intellectuel, isolement progressif, traumatisme, radicalisation et finalement passage à l'action meurtrière. Sa mort, en 2023, met un terme à une histoire qui continue pourtant de nous hanter. Son manifeste suscite toujours des débats. Certains y voient des intuitions sur l'aliénation technologique et la dégradation écologique, d'autres y lisent une justification idéologique de la violence. Sur Internet, des jeunes citent parfois ces phrases hors contexte. D'autres en font des icônes dangereuses. Mais il faut garder la clarté morale. Jusqu'où la société peut-elle pousser un individu avant qu'il ne se révolte? Dans quelle mesure l'isolement et la honte nourrissent-ils la violence? Comment distinguer la pensée radicale de la pathologie? Plus largement, cette histoire nous rappelle que derrière les grands manifestes se cachent parfois des motifs plus sombres et qu'il est indispensable d'écouter les signes de détresse autour de nous avant qu'ils ne dérapent. Si ce récit vous a interpellé, abonnez-vous pour continuer à explorer ces enquêtes, likez si vous avez trouvé cette histoire éclairante et partagez-la pour nourrir le débat. Dites-nous en commentaire quelles questions vous aimeriez que nous creusions ensuite et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Prenez soin les uns des autres.